Bonjour à tous, on se retrouve au cœur des internationaux de Strasbourg. Les matchs sont sur le point de débuter juste à côté de nous et les visiteurs arrivent aussi petit à petit. On va passer, Cécile, cette dernière demi-heure ensemble de la semaine. Et oui, déjà la dernière. Alors pour cette dernière, on vous a préparé des reportages inédits dans les coulisses du tournoi, mais aussi des rencontres avec de nombreux professionnels du tennis. Nous recevrons notamment Catherine Chouissa, l'une des fondatrices de la marque Yonex en France. Et nous aurons peut-être un coach en plateau, celui de l'Ukrainienne Diana Yastremska. La joueuse est actuellement à l'entraînement en ce moment même. Il devrait nous rejoindre à la fin de l'entraînement. Il s'agit de Olivier Jeune-Homme. Mais avant cela, faisons un point un petit peu sur les matchs d'hier. C'est le journal des IS. Françaises étaient en lice hier. Le premier match de la journée voyait s'affronter Chloé Paquet contre Daria Gavrilova, 63e mondiale. La Française est classée bien loin derrière l'Australienne puisqu'elle est 223e mondiale. Mais elle a encore fait une grosse performance en s'imposant 6-3, 7-6. Chloé Paquet fait actuellement le meilleur tournoi de sa carrière puisque c'est la première fois qu'elle se qualifie pour les demi-finales d'un tournoi WTA. On l'écoute. Je fais 3 très bons matchs contre 3 très bonnes joueuses, donc pour l'instant oui c'est la semaine de ma carrière. J'espère qu'elle va encore continuer et si elle continue pas, on verra, il faut passer à la suite avec Roland derrière, mais en tout cas c'est une super préparation pour Roland qui arrive la semaine prochaine. Et après elle, c'est une autre Française, Fiona Ferro, qui a pris place sur le court central. La jeune joueuse de 22 ans s'est inclinée face à la tête de série numéro 6, l'Ukrainienne de 19 ans, Diana Yastremska, 42e au classement mondial, défaite 1-6, 3-6. La Française revient sur cette semaine de compétition sur le tournoi strasbourgeois. Ça reste une semaine positive. J'ai gagné contre ma première top 20, donc voilà, forcément je vais en garder du positif. Après c'est un petit peu dommage que ça s'arrête comme ça parce que c'est frustrant de perdre contre une joueuse comme ça parce que le match en 1 heure il est terminé. J'ai l'impression que j'ai pas pu jouer, mais bon, je savais que ça allait se passer comme ça, victoire ou défaite. Comme j'ai dit, c'est un peu une joueuse qui joue toute seule, donc voilà, c'est un peu frustrant des fois de jouer de telles joueuses, mais c'est comme ça. Et au même moment, c'est la paire française composée d'Amandine Hess et Harmonie Tan qui se sont inclinées sur le score de 4-6, 4-6. Et la deuxième victoire simple côté français pour Caroline Garcia encore. Elle affrontait Marta Kostruk, une jeune Ukrainienne de 16 ans à peine, malgré son jeune âge. La 264e mondiale a montré sa puissance en remportant le premier set, 6-3. Et alors qu'elle menait dans le deuxième set, la Française s'est réveillée, notamment grâce aux mots de son père qui est aussi son entraîneur. Oui, évidemment, c'est sûr. Au premier set, ils n'étaient pas trop dedans comme moi. Mais après, franchement, ils ont été top, notamment fin du deuxième et troisième set. Ils étaient vraiment présents parce que sur mes jeux de service, c'était très chaud et ils m'ont beaucoup aidé. Un mot sur la demi, Chloé Paquet, un duel franco-français, ça vous arrive régulièrement. Comment vous les abordez ces matchs-là, surtout sur une demi-finale? C'est vrai que ça n'arrive pas si souvent que ça au final, mais oui, c'est un match comme un autre et sur le terrain, il faut vraiment faire abstraction. Et voilà. Elle joue bien cette semaine. Évidemment, elle a vraiment eu des résultats très propres avec des scores assez secs et elle a très bien servi au service, elle a des stats assez impressionnantes. Donc à moi de bien préparer mon match et de trouver la solution et puis profiter aussi parce que c'est une demi-finale et on n'en joue pas tout le temps. Il y a un trophée à chercher, vous l'avez vu déjà, ce serait bien de refaire le coup, non? Oui, c'est toujours agréable de tenir un trophée dans ses mains, mais je sais qu'il y a du chemin et que moi c'est le chemin qui m'intéresse. Donc Caroline Garcia, longue réaction après son match. Elle a donc notamment gagné grâce aux paroles de son père qui est aussi son coach, Cécile, vous le disiez. Son père qui a trouvé les bons mots et qui lui ont permis de remporter le match et notamment les 2 derniers sets 6-3, 6-3. Elle s'est fait vraiment porter par le public strasbourgeois. Suite à cette victoire, on sait déjà qu'il y aura une Française en finale puisque Caroline Garcia affrontera sa compatriote Chloé Paquet en demi-finale sur le court central aux alentours de 16h, on l'espère. Et puis le dernier match de la journée voyait s'affronter la portoricaine Monica Puig qui est actuellement 61e mondiale. Elle affrontait la tête de série numéro 2, la bulgare Arina Sabalenka qui est 11e au classement WTA. Et c'est finalement Arina Sabalenka qui l'a emporté 6-1, 3-6, 6-2. Et un match cet après-midi, donc ça sera Diana Yastremska qui sera face à Arina Sabalenka, puis le choc français. Mais on accueille tout de suite Catherine Chouissa, bonjour, installez-vous.
Vous êtes la responsable de la marque Yonex au niveau français. Alors, petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas la marque Yonex, il s'agit d'une entreprise japonaise spécialisée dans les articles de sport, en particulier le badminton, le golf et surtout le tennis. Bonjour mademoiselle. Bonjour, Oui, bienvenue c'est avec ça. nous. Alors la marque est née en 1946 et au début c'était des raquettes de badminton surtout, et c'est en 1969 que la marque se diversifie et lance une fabrication de raquettes de tennis. Alors quand est-ce que la marque s'est implantée en France? Comment ça s'est fait un petit peu? Alors la marque est implantée en France depuis très longtemps. La spécificité d'Yonex, c'est qu'on sponsorise des joueurs du plus haut niveau depuis toujours. Donc nous avons pris la distribution de Yonex en France, en Espagne et au Portugal depuis plus de 30 ans. Donc on est dans la continuité de la politique qui s'est toujours pratiquée, c'est-à-dire de sponsoring de très grands joueurs et de très grands champions. Et justement, comment est-ce qu'on attire ces grands noms du tennis? D'abord par la qualité du produit, c'est quand même très important parce que avant tout on fait tester nos produits par les joueurs, il faut qu'ils se sentent bien avec. Et ensuite, c'est une question de contrat et aussi d'argent, on va dire. Quelles sont un peu les particularités des raquettes Yonex? Alors, on a une très grande particularité qui est unique au monde. On fabrique des raquettes aussi bien au badminton qu'au tennis avec une spécificité technique qui est l'isométrie. Je vais faire très simple. Sur une raquette, vous avez ce qu'on appelle le sweet spot, c'est-à-dire la zone de frappe. Et les raquettes Yonex ont une zone de frappe agrandie, ce qui fait que dès que vous décentrez un petit peu votre balle, vous ne perdez pas en puissance et en rapidité de jeu. Voilà. Est-ce que ces critères-là font que c'est des raquettes peut-être qui conviennent plus aux femmes? Alors, on entend très souvent dire, parce que historiquement en plus Yonex a toujours soutenu énormément les championnes. Et certains hommes vont vous dire « Ah, mais Yonex, c'est vraiment une marque de femmes ». Donc messieurs, si vous nous écoutez aujourd'hui, je tiens à vous dire que les hommes et les femmes jouent exactement avec les mêmes raquettes. Donc 100% égalité. Alors à noter que Caroline Garcia est elle aussi équipée d'une raquette Yonex. Est-ce que vous sponsorisez d'autres grands noms du tennis français? Comment ça se passe un petit peu? Alors nous avons chez les filles notre vraiment fer de lance et grande championne, c'est Caroline Garcia. Et nous avons Pierre Hugerbert chez les garçons, alsacien de surcroît. Oui. Donc voilà, on est très fiers. Et puis surtout aujourd'hui, notre politique, c'est d'aller chercher les jeunes pousses, les meilleurs jeunes dans leur catégorie, 10 ans, 12 ans, espérer les fidéliser à la marque et qu'on espère qu'il y ait des grands champions français qui sortent dans les prochaines générations. Alors pour finir, vous avez un stand ici Yonex dans les allées du tournoi. Vous cordez les raquettes des joueuses. Comment est-ce qu'on s'y prend? Il faut s'adapter en fonction des demandes de chaque joueuse? Alors tout à fait, elles ont déjà ce qu'on appelle des tensions, elles tendent à des tensions différentes. Elles utilisent des cordages différents et les cordeurs répondent exactement à la demande de la joueuse. Et ce que vous remarquez, c'est que souvent, au fur et à mesure, quand elles prennent confiance, qu'elles avancent dans un tableau, elles aiment bien être cordées par la même personne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en tout cas, Catherine Chouissa. On vous souhaite une bonne journée. Alors juste avant de se quitter, on va regarder ensemble, on va découvrir un petit peu ce qui se passe dans les coulisses du tournoi très tôt le matin chez la Terre Battue qui est la première à être chouchoutée. On regarde tout de suite. Il est 7h30, vous le voyez derrière moi, ça commence à s'agiter puisqu'il y a en fait 11 personnes qui vont préparer les 7 cours du tournoi. Les matchs commencent vers 12h, mais il faut que la terre battue soit nickel et que les lignes soient bien tracées. Je vous emmène voir ce travail. Que ça soit vraiment plat à fond, et sinon on gratte avec la raclette pour éviter qu'il y ait des trous et des mauvais rebonds. Il faut que ça soit vraiment lisse et après on arrose pour que ça reste humide régulièrement. Voilà. Bon, vous faites une petite pause, je prends le relais, vous me laissez le filet? Si vous voulez. Allez, j'y vais. Ok, comme ça c'est bon? 1,
Fabien, dites-moi tout, qu'est-ce que vous faites là? Vous chargez la terre battue? Donc je ramasse la terre battue où on a gratté avec le balai qui se fait avant le filet. C'est le surplus pour retrouver une planimétrie plate sur la surface des cours de tennis. Bon, alors là, je suis avec Michel Biérot, on l'appelle le sorcier alsacien, c'est important, de la terre battue. Alors pourquoi est-ce qu'on vous appelle comme ça? Parce que je travaille dans l'entretien au quotidien et la terre battue, c'est mon chouchou. Puis alors vous avez un œil constamment sur la météo. Ah oui, tout le temps, minute par minute, ou heure par heure. Je suis toujours en relation avec Roland Garros, avec le gars de l'entretien qui travaille à Paris. Et à quel moment est-ce qu'on se dit, voilà, maintenant il faut courir le cours, ou c'est bon, ok, on peut débâcher Quels sont les critères? Pour bâcher déjà 5 minutes avant, je regarde avec la WTA, on est en relation aussi. Et puis c'est lui qui me donne le top, ou alors moi je lui dis, écoutez, il faudrait bâcher, il commence à glisser, les joueuses ne tiennent pas, et puis après on bâche. La qualité de la terre battue, c'est aussi ce qui fait la réputation du tournoi. Et puis là, après 1 heure de préparation, le court central est prêt. Il pourra accueillir d'ici quelques heures le premier match de la journée. De retour sur le plateau d'Au cœur des IS, nous accueillons notre nouvel invité qui vient d'arriver. Bonjour Claude Frely. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg en charge des sports. Alors vous me disiez à l'instant que ce n'est pas votre première journée ici sur le tournoi, vous passez tous les jours. Je suis là tous les jours depuis maintenant quelques années, mais je ne m'en lasserai jamais. Je crois que c'est un événement qui est tout à fait idéal pour la promotion de l'Eurométropole, pour la promotion du sport, mais aussi du monde économique. Quand je vois toutes ces personnes qui se retrouvent aujourd'hui pour parler de notre métropole, pour parler de sa notoriété, de son développement, je crois que c'est un événement qui est vraiment, comme le souhaite l'Eurométropole, qui concourt à son attractivité et à son développement. Et quel impact ça a alors pour les clubs peut-être de l'Eurométropole? Est-ce que ça incite un petit peu les jeunes à venir voir le tennis ici ou à s'inscrire même? Oui, je pense que c'est une belle promotion et c'est surtout une belle promotion du tennis féminin. L'Eurométropole a engagé à ce titre une vaste réflexion sur la promotion du sport féminin en soutenant par discipline et par sexe le sport, et donc le sport féminin, que ce soit au niveau du rugby, que ce soit au niveau du basket, que ce soit au niveau du football. Je crois qu'on est vraiment dans cette volonté de promouvoir le sport féminin et, comme vous l'avez dit, le sport pour les enfants. Je crois que tous les jours, il y a un accueil spécifique pour les scolaires. Les enseignants accompagnent les élèves. Ça marche très très bien. Et les présidents de clubs habituellement me disent quand même qu'il y a un petit retour, un petit frémissement. Donc si ça peut contribuer aussi au développement du sport tennis pour les enfants, je crois qu'on aura réussi parfaitement ce qu'on veut faire ici, la promotion du sport et du bien-être par le sport. Et justement, concrètement, comment est-ce qu'on promeut le sport par rapport aux femmes, aux jeunes? Quelles sont les actions concrètes sur le terrain? Quelles sont les actions concrètes que vous mettez en place sur le terrain pour promouvoir le sport auprès des femmes et des jeunes? Sur l'Eurométropole, d'abord, c'est une politique tarifaire, c'est une politique d'accompagnement, et puis c'est aussi les after-work où les familles viennent à partir de 17h pour emmener les enfants, et viennent beaucoup le mercredi. Il y a le samedi aussi. Tout est fait, je crois, pour que ce soit un loisir. Ça donne aussi aux enfants le sens de la compétition. En tout cas, c'est un beau panachage de voir du sport, d'avoir envie de faire du sport et de vivre un moment assez exceptionnel. Quand on a vu la qualité des matchs les autres jours de tennis, je crois qu'on a une chance énorme d'accueillir ce tournoi ici sur ce site. Alors vous avez un stand ici sur le site, il y a un stand de l'Eurométropole. Alors justement, Martin Cowell et Brieux Chepdelaine se sont promenés dans les allées des IS et ont posé cette question aux visiteurs. On les écoute tout de suite. Si vous pouviez vous glisser dans la peau d'un joueur ou d'une joueuse de tennis, vous choisiriez qui et pourquoi? Alors moi je vous dirais que je choisirais plutôt Caroline Garcia. Simplement parce que c'est la première française et qu'on vient de la voir jouer et qu'elle a vraiment une niaque et elle nous a vraiment motivés, c'était très agréable. Moi j'aime bien Nadal. Moi aussi Nadal parce qu'il a une bonne frappe. Sans hésitation, Federer.
Pourquoi? Parce que je le trouve très gentleman. Il est très constant, il joue d'une manière très aérienne, je dirais. Allez, Nadal. J'aime bien sa manière de jouer aussi, les retours qu'il fait. Parce que même quand il est en difficulté, on voit il met des retours vraiment forts. Du coup, je trouve ça c'est bien, ouais. Il sort de toutes les situations. Ce serait forcément Roger Federer, car pour moi c'est le plus grand sur les 10-15 dernières années, avec un comportement toujours très très exemplaire, je trouve, sur le terrain et en dehors. On va dire Sabalenka, la joueuse du tournoi, parce qu'elle est grande, parce que ça représente un peu comment je jouais, c'est-à-dire des grands coups droits, des grands revers et une finition au filet. Ça serait Caroline Garcia, pour son état d'esprit, pour ses préparatifs, pour comment elle se prépare en fait, à chaque match. Bon alors les pronostics vont bon train. Vous Claude Frely, c'est quoi qui plutôt votre joueur préféré, votre joueuse préférée? Le joueur préféré, je crois que ça a été bien résumé. Chez les hommes, Federer, ça me convient assez bien pour sa prestance, pour sa longévité. Ça fait maintenant plusieurs années. Pour son fair play, je crois qu'il incarne vraiment le joueur qui a réussi et qui a su rester assez abordable. Et puis, je crois qu'il n'y a aucun doute pour les femmes, c'est Caroline Garcia. J'espère vraiment qu'une Française gagnera ce tournoi, parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a un match franco-française et que voilà, on aura donc une Française en finale. Je crois que c'est déjà un très beau résultat et on sera tous avec Caroline Garcia ou Paquet demain après-midi pour la finale. En tout cas, la réussite est là, les Françaises sont là et puis Caroline Garcia symbolise parfaitement cette réussite du sport et puis qu'elle aille encore plus loin. J'espère que ce sera un beau tremplin, un beau marchepied pour Roland-Garros la semaine prochaine, parce que ce tournoi a aussi cette utilité d'être une préparation idéale pour Paris et pour Roland-Garros. Je vous propose de découvrir justement en images un portrait sur Caroline Garcia. Caroline Garcia, 25 ans, 1m77, 24e joueuse mondiale. La numéro 1 française a 9 ans quand elle donne ses premiers coups de raquette à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon. Talent précoce, la passion l'emporte vite sur la raison et la jeune fille met toutes ses balles dans le même panier, quitte à embarquer papa et maman dans l'aventure. Quelques années plus tard, Caroline Garcia s'est construit un des plus beaux palmarès du tennis féminin français. 7 titres en double, 6 titres en simple, un quart de finale à Roland-Garros, etc., etc. La Française atteint son meilleur classement en 2018 avec la 4e place mondiale. Déjà vainqueur des IS en 2016, Caroline Garcia devra battre Chloé Paquet aujourd'hui en demi-finale pour rêver d'un nouveau sacre à Strasbourg. Bon, Claude Frely, vous le disiez, vous aimeriez bien voir peut-être Caroline Garcia gagner, c'est ça? Absolument, je crois que ce serait la solution idéale, mais pour nous, ce qui est important, c'est que ce soit un beau match, que le public soit présent, et puis la météo, je crois que ce ne sera pas neutre. En tout cas, je crois que ce sera tout à fait dans l'esprit des autres tournois, avec de belles championnes, avec un beau tournoi, et que vive ce tournoi encore de très longues années. En tout cas, c'est le rôle de l'Eurométropole, c'est pour ça que je suis là, soutenir le sport de haut niveau et féminin ici. Je crois que l'endroit est idéal et puis l'Eurométropole est très très heureuse de participer au soutien et à la réussite de ce tournoi. En tout cas, merci beaucoup Claude Frely d'avoir été avec nous et nous on se retrouve juste après la pub. À tout à l'heure. De retour sur le plateau de Cœur des IS, nous accueillons notre nouvelle invitée de cette deuxième partie d'émission, Olivier Genome, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'entraîneur de Diana Yastremska, une jeune Ukrainienne de 19 ans à peine. Vous venez de sortir de l'entraînement, ça s'est bien passé? C'est très bien passé, oui, merci. Alors c'est vrai qu'on est à H-2 heures du match contre Aryna Sabalenka. On parle souvent de préparation chez les joueuses. Comment ça se passe un petit peu et même vous, un coach, comment est-ce qu'il se prépare à un match aussi important que celui-là? Alors il y a plusieurs dimensions. Il y a la partie physique et la partie vraiment que tennis, mais il y a surtout la partie mentale. Il y a beaucoup de pression et beaucoup d'émotions à gérer. Et donc c'est surtout essayer de mettre le joueur dans les meilleures conditions pour qu'il se sente bien et que l'environnement soit positif autour de lui pour arriver dans les meilleures conditions au match. Et comment est-ce que vous l'avez préparé justement ce match depuis hier, depuis que vous savez qu'elle s'est qualifiée? Vidéo, statistiques, discussions, on est toute une équipe autour d'elle, donc essayer de lui donner les informations les plus importantes, ce qu'elle a besoin pour être prête.
Et ensuite, encore une fois, essayer d'être positif avec elle pour qu'elle croie en ses chances et qu'elle puisse le faire. Alors, on l'entend, vous avez un tout petit accent, donc vous êtes belge. Comment on en vient à coacher une joueuse ukrainienne? Comment ça s'est passé? Alors j'ai un parcours fédéral dans mon pays, puis après j'ai travaillé avec Justine Hénin pendant 2 ans. Et quand elle a créé son académie, je suis devenu coach dans son académie. Et en fait, elle est devenue sa mentor il y a quelques temps, je crois plus ou moins 1 an. Et ensuite, je suis devenu son coach. Depuis septembre 2018, vous êtes son coach, vous la coachez. Alors, c'est un petit peu l'heure de tester vos connaissances. Depuis le début de la semaine, on interroge un petit peu les spectateurs et Martin Koel est parti à leur rencontre. Est-ce que vous avez une idée de qui est la plus jeune numéro 1 mondiale de l'histoire du tennis? Et quel âge est-ce qu'elle avait quand elle est devenue numéro 1 mondiale? Aucune idée de qui, et je dirais 17 ans. Je dirais Martina Hingis à 16 ans. Zabalenka à 15 ans. Moi je dirais que c'est Martina Hingis à 17 ans. Je pense que c'est Monica Seles, peut-être. Elle avait peut-être 17 ans. Est-ce que vous avez une petite idée, Olivier Genome? Moi, j'irais sur Monica Seles. Eh ben, on regarde la réponse en images. Alors la bonne réponse c'est Martina Hingis qui est devenue numéro 1 mondiale à 16 ans, 6 mois et 1 jour. Alors c'est vrai qu'on en voit beaucoup des jeunes joueuses, on les a vues sur les images. Diane Paris qui a 16 ans. Alors Diana Yastremska a 19 ans. Comment est-ce que ça fait de coacher une joueuse aussi jeune? Alors on est quand même encore un peu dans de la formation quand on a des jeunes joueuses comme ça. Et donc il y a beaucoup de choses encore à mettre en place chez elles. Il y a de la maturité qui doit venir avec le temps et ça vient avec le temps. Et donc c'est comme une autre joueuse, sauf que ouais, il y a des éléments qui changent par rapport à la maturité qu'elle acquiert et l'expérience qu'elle acquiert. Justement, est-ce que l'aspect mental est d'autant plus important chez une jeune? On l'a vu hier sur le cours, Marta Kostyuk qui a craqué en fait face à Caroline Garcia tout simplement. Est-ce que c'est l'aspect mental a une part prépondérante dans la préparation? Oui, je dirais que plus l'âge avance, plus c'est le mental qui prend le dessus, c'est la priorité. Et la stratégie ensuite de match pour se préparer à un autre adversaire. Plus on est jeune, plus c'est technique, tactique, etc. Mais ici, on est vraiment à une étape où il faut acquérir des connaissances au niveau de la tactique des adversaires et une gestion des émotions, surtout dans le tennis féminin, je dirais. Alors il y a le mental, c'est vrai, il y a aussi bien sûr l'entraînement. Donc le quart que Diana Yastremska a joué s'est disputé en 1h05. Donc c'est un avantage peut-être quand on sait que Aryna Sabalenka a joué contre son adversaire hier pendant à peu près 2 heures de jeu. Oui, c'est un avantage, oui, c'est clair. Physiquement, l'accumulation des matchs peut jouer un rôle. Maintenant, je pense que c'est une très très bonne joueuse. Forcément, je crois aux chances de Diana, mais je crois que ce sera un très bon match. Quel est le discours justement en tant que coach avant un match comme celui-ci? Qu'est-ce que vous dites à votre joueuse? J'essaie d'être le plus positif possible. Après, je ne peux pas vous dire ce que je lui ai dit dans les détails, mais j'essaie d'être le plus positif possible avec elle et son entourage, parce que je le répète, je ne suis pas tout seul, il y a une équipe, il y a ses parents qui ont un rôle très important avec elle. Et donc, c'est vraiment essayer de lui faire croire en ses chances, parce que c'est des matchs pas évidents à aborder. Ce sera un très bon match. D'ailleurs, j'invite tous les Alsaciens à venir voir le match et à encourager forcément Diana. Alors c'est vrai qu'il y a vraiment tout un staff derrière une joueuse. Combien est-ce que vous êtes à la coacher, à l'entraîner, à être derrière elle? Alors il y a 2 coachs qui apportent quelque chose sur la partie mentale, tactique et la supporter le jour. Ses parents sont très très importants pour elle, vraiment très importants. Un préparateur physique et un kiné qui ne sont pas tout le temps mais qui viennent de manière ponctuelle pendant l'année. Dernière question, on va vous libérer justement. Qu'est-ce que vous allez faire là avant le match? Je vais la faire manger et puis essayer justement de la mettre dans un environnement positif et qu'elle se sente bien pour aborder le match dans les meilleures conditions. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On vous libère pour que vous puissiez préparer justement ce match qui a lieu dans quelques heures. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Dans la suite de l'émission, nous vous proposons un petit best-of, Cécile. Alors oui, tout à fait, on a fait un petit peu les pépites de cette semaine. Alors je vous propose de regarder tout
tout de suite. On le regardera peut-être plus tard, le best-of, parce qu'on est peut-être en cours de temps. C'est vrai qu'avec le coach, c'était un petit peu long. On va peut-être faire un petit point sur les matchs à suivre. Donc il y en a un double qui a commencé dès midi et dès 14h. C'est le premier match de simple. Donc ce sera Diana Yastremska, justement, l'Ukrainienne, tête de série numéro 6 face à la Bulgare Arina Sabalenka. Et on le rappelle, le match de la journée à ne pas manquer, ce sera celui de Caroline Garcia face à sa compatriote Chloé Paquet sur le court central. Et l'une d'entre elles se qualifiera finalement pour la finale. Alors on croise les doigts, on espère vraiment que soit Caroline Garcia, soit Chloé Paquet puissent l'emporter pour cette 11e édition du tournoi des IS. Oui, et puis donc c'était la dernière émission aujourd'hui, Cécile. Un petit peu de tristesse de se quitter. Vous voyez, j'en bégaye, les mots ne me viennent plus. En tout cas, c'était une super semaine. Et puis, bien sûr, vous pourrez découvrir ce week-end le dernier carré, Cécile. Ah oui, tout à fait. On va regarder ça avec grande attention. Les matchs de la journée promettent vraiment beaucoup de spectacles. Et on attend le dernier match, la finale, qui se jouera normalement samedi, si le temps le permet. J'espère qu'il n'y aura pas de petites gouttes de pluie pour un petit peu entacher la fête. En tout cas, on essaiera de vous tenir informés sur Alsace 20 et c'était des matchs vraiment à suivre avec grande attention en tout cas. Oui, le temps qui devrait normalement être de la partie, même si Michel Biérot, que nous avons rencontré ce matin, qui gère les cours de tennis, qui nous a dit qu'il risquait d'y avoir peut-être un petit peu de pluie. Mais bon, on croise les doigts en tout cas et puis on vous fera suivre encore les matchs de ce tournoi tout au long de la semaine et de week-end. On se dit à très vite sur Alsace 20. Bye.